Cet épisode a été enregistré en haute définition et certains détails sont assez fins. Il est donc recommandé de le visionner dans l'obscurité, sur un écran offrant une définition suffisante. Et avec un bon système de son, c'est encore mieux. Vendredi 11 septembre 2020, 5h30 du matin. Cela fait 1 an que j'attends ce jour pour retourner à l'observatoire de Saint-Véran. J'y pense tous les jours. Pas simplement quand je me rase. Alors ce matin, après avoir préparé tous mes bagages ces derniers jours, fait les derniers tests, je prends mon petit déjeuner, je termine de me préparer et je prends toutes mes affaires, direction le tramway pour aller prendre le TGV à Lille pour un voyage de près de 1000 km qui me mènera à Saint-Véran, ce lieu mythique pour de nombreux astronomes amateurs. Enfin, je quitte le triangle blanc du Nord où la pollution lumineuse est catastrophique. Ce voyage me conduira tour à tour en tramway jusqu'à Lille, en TGV jusqu'à Paris, en RER jusqu'à Antony, et ensuite la voiture pour aller jusqu'à Saint-Véran. Le terrain de jeu est fabuleux. Le passage du col du Lautaret est un pur bonheur. Le paysage est magnifique et les routes sont super sympas à conduire. J'arrive tout ému au petit village de Molinonqueras. Molinonqueras. Alors Molinonqueras, j'ai fait quand j'avais 15 ans. Ça fait du coup, vous faites le calcul, hein, ça fait plus de 25 ans. J'ai fait un camp avec l'Anesthésie, l'Association nationale des sciences et techniques de la jeunesse. Un camp d'astronomie dont je garde des souvenirs absolument incroyables. Et on est monté à l'observatoire de Saint-Véran quand j'avais à peu près 15 ans. Et je m'étais juré d'y retourner. Donc ça a été chose faite l'année dernière. Et donc là, Molinonqueras fermait, éteignait l'éclairage pendant notre séjour là-haut. Et je m'étais donc juré de retourner à Saint-Véran pour continuer et faire de l'astronomie. Et nous voici arrivés à la Baïta du Loup, qui est notre gîte étape. On va dormir tous ce soir, on va tous se retrouver. Alors là, les Bretons, ils viennent d'arriver, 1400 bornes. Faire connaissance pour ceux qui ne se connaissent pas encore, bien sûr. Et ensuite, demain matin, on commencera l'ascension à Saint-Véran. On est, on est à peine 1,5 km de Saint-Véran. Voilà. En tout cas, un beau voyage déjà, et vous avez vu des belles images, et on va continuer. Après une bonne nuit de sommeil et un petit déjeuner, nous partons direction Saint-Véran. En quelques minutes, nous arrivons au village proprement dit, nous le traversons et à la sortie du village, nous amorçons la piste qui est d'habitude bien évidemment fermée en plein été. Les différentes voitures arrivent donc pour commencer le grand Tetris. L'objectif est de mettre tous les bagages dans les 3-4 véhicules qui vont faire l'ascension jusqu'à l'observatoire. Les télescopes, les sacs, la nourriture. J'avais bien évidemment bien préparé mes bagages, le plus compact possible, avec la possibilité de pouvoir laisser la valise qui se trouve sur la droite. Mais finalement, tout le matériel rentre et nous allons pouvoir démarrer notre ascension jusqu'à l'observatoire. Pour ceux qui ont de la chance comme moi de pouvoir monter en voiture, l'ascension se fait très facilement cette année. Nous passons devant tous les moutons qui sont encore dans les alpages. Ils redescendront bientôt et nous voyons que nous avons déjà gravi pas mal de mètres puisque nous venons de tout en bas. Nous arrivons au bout de quelques dizaines de minutes à l'observatoire et les 3 belles coupoles blanches nous éblouissent de leur beauté. Le ciel est magnifique et nous sommes déjà impatients de pouvoir sortir les télescopes. Les derniers véhicules arrivent, suivi quelques minutes à peine après par les plus sportifs d'entre nous. Et le moment de découvrir la station météo de l'observatoire. Alors comment on connaît la météo à Saint-Véran? C'est le moment d'installer tous les télescopes.
Laurent monte son télescope de 500 mm en espace de 10 minutes à peine. Pierre installe ses 2 télescopes. Aude a déjà installé sa Star Adventurer. Et Bertrand installe sa monture Astrophysics sur une colonne faite maison qui pèse un poids absolument fou, pour y installer un télescope casse-grain de 350 mm de diamètre. Mais que cherches-tu, Bertrand? Ah, la collimation, le nerf de la guerre. Alors il y en a un de vous qui m'a posé la question de savoir, mais il est où le stroke dans tout ça? Donc je vais juste vous montrer un petit peu l'idée du Tetris. Ce que je savais, c'est qu'au minimum, il fallait éventuellement, si on est bloqué, de devoir monter carrément un sac à dos. Donc j'ai toutes les affaires vraiment vitales et impératives dans ce sac à dos. Ensuite, j'ai un deuxième sac avec aussi du matériel photo, et ça, c'est un sac optionnel, à l'exception du pied de la Star Adventurer. Et en fait, à l'intérieur, là-dessous, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est des accessoires qui sont pas impératifs. Les prises de courant, c'est pas impératif. J'ai des fringues, mais qui sont pas non plus obligatoires parce que j'en ai là. Et en fait, en dessous de tout ça, donc des batteries qui sont pas non plus impératives. Et en dessous de tout ça, premier élément du stroke, c'est le fer à cheval proprement dit. Donc en fait, il était prévu, si jamais je dois monter vraiment à pied, de le prendre et de l'accrocher ici avec les sangles d'accroche. Et d'avoir le fer à cheval à l'extérieur du sac à dos. Donc je vous ai dit, là j'ai le matériel photo proprement dit, donc éventuellement en un seul voyage ou pas. J'ai en fait les 3 boîtiers, j'ai les objectifs, j'ai toutes les pièces détachées de la Star Adventurer, certains adaptateurs photo pour pouvoir se mettre sur le RC500. Ça c'est tout un ensemble d'accessoires finalement classiques pour la photo. Là-dessus j'ai forcément le duvet, il y en a un deuxième là-dedans aussi qui peut me servir soit de couverture, soit etc. Et c'est là-dedans qu'il va y avoir tout ce qui va vous intéresser. À l'arrière en dessous, les affaires de toilette classiques. Là-dedans, j'ai toutes les caméras planétaires. Et aussi une bonne partie des câbles pour le photostroke. Donc avec ça, on va pouvoir aller faire des photos sur le RC500. Et donc là, j'ai les câblages, les câbles USB 3 pour les caméras et tout. Quand on ouvre ici, encore des fringues bien évidemment. Les tels oreillers, etc. qu'on nous a demandé. Et le photostroke est complètement planqué là-dedans. Donc j'ai le PC qui sert pour l'autoguidage et pour le traitement des photos. À l'intérieur là-dedans, on a toute la cage du secondaire avec le correcteur de coma, le diviseur optique, le pole master est ici, la caméra de guidage ici. Vous avez les 2 coins du fer à cheval et le lest aussi du fer à cheval, les tubes pour la partie inférieure et la petite visserie qui est là. Donc là, on a déjà tout l'essentiel pour pouvoir utiliser c'est tout un premier package de pièces pour le photostroke. Encore des fringues, le chargeur pour le PC, en dessous on a 2 batteries, disque dur externe, et en fait le photostroke il est là. Là-dessus, on a la base plate qui me sert, donc qui va être posée au sol. On a le cadre de base et puis ensuite on a 3 pieds pour pouvoir faire la mise en station. On a la cage du primaire avec le miroir et l'électronique en dessous, la cage intermédiaire et tout ce qui va être bâche tissu. Les bâches comment dire, isolantes en couverture de survie, elles sont là-dedans. Enfin en dessous, on a le plateau qui sert pour la déclinaison, la boîte à flat dont je vous ai montré la photo, donc que j'ai complètement recablé juste avant de partir. Et puis ensuite c'est comblé dans les coins. Là-dessous, là-dedans, on a le miroir secondaire. Même chose, il est fixé en sécurité, c'est-à-dire qu'en fait il est complètement vissé. Donc il n'a pas de risque même si jamais il y avait un choc. Et le bloc batterie, la souris. Et les tubes sont gardés là-dedans. Ils sont les tubes de la partie supérieure de la structure du photostroke. Voilà. Donc tout a été classé en fait par ordre de priorité. Je pouvais quasiment me passer intégralement de ce sac. Qui m'apporte bien évidemment plus de confort, mais qui n'était pas absolument vital
pour pouvoir être en haut, pouvoir faire de la photo. Il me faut environ 37 minutes pour monter le photostroke. Il est bien évidemment beaucoup plus complexe qu'un stroke classique. Il y a énormément de vis, etc. Plus toutes les bâches par lumière, puisque on ne peut tolérer aucune lumière parasite pendant les prises de vue. Ce télescope se monte donc plutôt pour une semaine que pour une seule soirée. Mais à la fin du montage, je m'aperçois qu'il me manque un câble. Alors que faire quand on a oublié un câble? Eh ben, tu prends ton fer à souder que tu mets sur le bloc batterie, tu prends ton étain et tu prends le nécessaire pour refaire le câble. Après avoir dîné, nous nous préparons pour une longue nuit d'observation, car la météo nous annonce une nuit exceptionnelle. La nuit tombée, vous pouvez voir que la Voie lactée est parfaitement discernable sur ce timelapse circumpolar. Le petit plateau devant l'observatoire fourmille d'activités. Les uns et les autres font des photos de l'observation sous cette voûte étoilée absolument magnifique. Je vous propose donc de voir les différentes photos que j'ai pu réaliser avec le photostroke, et comme vous le voyez, en altitude, il y a du vent, je suis donc obligé de me protéger derrière les volets de la station. J'ai donc fait une mosaïque de 3 dalles de la grande galaxie d'Andromède avec ses 2 galaxies satellites. L'objectif étant de pouvoir révéler un maximum de détails, particulièrement sur les zones les plus ténues de cette galaxie. J'en ai profité également pour faire des nouvelles séries de poses sur la galaxie M33 du Triangle. Elle est incontestablement l'une de mes galaxies préférées, avec des détails absolument magnifiques. Mais la photo faite avec le Sony A7R II en août dernier manquait encore un petit peu de signal. Je suis passé également sur Pluton et une simple brute suffit pour pouvoir la révéler, ce qui permet de débunker certaines personnes. On continuera avec la nébuleuse de Lame. Il suffit de 35 minutes pour avoir déjà une photo avec un signal absolument magnifique. Un petit tour sur la nébuleuse du Fantôme. Cette fois-ci, elle manque un petit peu plus de signal, mais elle est déjà tout à fait reconnaissable. La nébuleuse de la trompe d'éléphant est très célèbre. Vous avez pu la voir sur la chaîne de Ludovic, la chaîne Pause Longue, mais j'avais voulu faire un travail sur une mosaïque de 6 dalles. La grande difficulté quand on fait une mosaïque sur une telle nébuleuse, c'est de n'avoir strictement aucune pollution lumineuse à cause du gradient de fond de ciel. En fin de nuit, un petit tour sur les Pléiades s'impose pour y révéler les IFN, Integrated Flux Nebula, ou nébuleuses du flux intégré. Ces nébulosités très ténues qui entourent tous les objets que nous photographions sont en réalité des gaz et des poussières éclairés par la globalité de la lumière de la Voie lactée. On termine par cette photo de la nébuleuse M42 qui m'a été traitée par Mathieu Toury de la chaîne Mister Orion, que je remercie.
Après une courte mais bonne nuit de sommeil, c'est le moment de nous intéresser à l'environnement de l'observatoire. Saint-Véran, c'est aussi la beauté de la montagne qui nous entoure. Je suis en haut du pic du Château Renard, quasiment à 3000 mètres. Vous avez l'observatoire en bas derrière moi. Voilà, vous pouvez voir qu'il fait un temps absolument magnifique et radieux autour de nous. C'est absolument inespéré de pouvoir shooter finalement tous les soirs, alors que la météo n'annonçait absolument pas du tout ça quand on a commencé, voilà, quand on était en train de se préparer pour venir. Donc voilà, j'en profite pour faire des belles images, pour me mettre beaucoup de beauté dans les yeux, parce que ce panorama est fabuleux. Voilà, donc une petite balade en haut du pic là aujourd'hui. On est mardi vers midi, voilà. En tout cas, c'est fabuleux et c'est une très très belle aventure. Alors on continue et je vous emmène avec moi, bien sûr. En se promenant, il est possible de voir des bouquetins. Nous sommes donc partis à leur recherche et nous avons retrouvé une mère et son petit qui se promenaient sur la petite montagne d'en face. J'ai fait donc tout mon possible pour les filmer avec le Sony A7R II et le Samyang 135 en utilisant les fonctions de zoom numérique intégrées dans le boîtier. Il est également possible le matin de voir des marmottes. Manuela, notre chef de station, fait également du parapente. Et comme nous sommes en haute altitude, il y a régulièrement du vent. Alors elle nous a fait une petite démonstration, un petit vol comme ça, au-dessus de la vallée de Saint-Véran. En contrebas, vous pouvez voir le village de Saint-Véran proprement dit. Le soir est déjà là. Après avoir dîné, nous repartons à nos différentes activités et travaux astronomiques. Les 3 coupoles sont donc en activité, ainsi que les astronomes qui se trouvent sur le petit plateau devant. Nous pouvons même nous saluer les uns les autres d'une coupole à l'autre. Ce soir, je suis sur le télescope RC 500 mm de diamètre, 4 mètres de focale de la coupole extérieure. L'occasion de pouvoir photographier la nébuleuse de l'Alter à 4 mètres de focale et d'en révéler un maximum de détails. On peut aussi photographier la nébuleuse du Croissant. Bien évidemment, il faut régulièrement réorienter la coupole et j'en ai profité pour rajouter un peu de signal à ma photo de la nébuleuse Helix faite déjà l'année dernière. J'avais pour objectif également de photographier la nébuleuse du Crabe M1. Mon objectif est de la photographier désormais tous les ans pour en matérialiser l'expansion qui est toujours visible. Avec le Sony A7R II, j'ai pris le temps de photographier M13, le célèbre amas globulaire de la constellation d'Hercule. Un autre amas globulaire est le Vagabond intergalactique. Il est beaucoup moins connu, car beaucoup moins lumineux. Il est suspecté d'avoir quitté l'influence de notre Voie lactée. Alors vous vous demandez sans doute comment on fait les flats dans un tel observatoire. Eh bien généralement on a un écran à flat et on a une source de lumière bien vive et bien uniforme qui viendra bien évidemment en diagonale pour ne pas avoir d'ombre éclairer cet écran. Et à ce moment-là, vous avez votre appareil photo et il vous suffit d'appuyer et de faire vos flats comme ça. La nuit a visiblement été un peu trop courte pour certains. Mais il est temps à présent de commencer à traiter nos photos. C'est aussi l'occasion de nombreux échanges sur les différentes techniques de traitement.
Philippe, par exemple, a passé toute la nuit à faire des captures avec un spectrographe et un télescope Ritchey-Chrétien 500 mm. Nous le verrons bientôt sur la chaîne. Et l'heure est maintenant à étudier les premiers relevés avec les moyens du bord. Les chercheurs, ce sont d'abord des hommes et des femmes qui cherchent. Et quand ils n'ont pas les ustensiles nécessaires, on utilise un couteau pour mesurer les millimètres. J'en profite pour tourner quelques épisodes pour la chaîne. J'ai par exemple demandé à Laurent Bourrasso, qui est un véritable expert dans cette problématique, de nous expliquer toutes les contraintes mécaniques et torsionnelles de la structure des télescopes. J'en ai profité pour tester la petite Lunt LS60, une petite lunette H-alpha, montée sur la petite monture Solar Quest de Skywatcher, pour pouvoir photographier le soleil ensemble, donc avec la QHY 178 monochrome. Malheureusement, nous avons eu quelques problèmes techniques pour ce qui est de l'enregistrement proprement dit d'un épisode que nous aurions voulu faire ensemble, mais les prises de vue sont quand même assez sympathiques dans la mesure où on peut vous présenter ici l'écran de notre traitement qui a consisté donc à des prises de vue avec donc surexposées pour mettre en évidence les protubérances et des prises de vue exposées normalement pour en voir la surface. En recombinant les deux, on peut obtenir donc cette photo comme celle que vous avez pu voir déjà sur les premiers lives solaires sur la chaîne. Mais Saint-Véran, c'est également la haute montagne. À près de 3000 mètres, les caprices de la météo peuvent être extrêmement dangereux. Et mercredi, un orage nous était annoncé. Donc nous avons mis bien évidemment en urgence tous les télescopes en sécurité ainsi que débrancher toutes les alimentations électriques de l'observatoire au cas où l'orage se dirigeait sur nous. Finalement, plus de peur que de mal puisque l'orage se trouvait à 2 vallées de nous, ce qui nous a permis de faire des prises de vue absolument magnifiques de cet orage sous la Voie lactée. Nous allons donc continuer nos observations et nos prises de vue. Dans la plus grande coupole de l'observatoire, la coupole LISO qui provient de l'observatoire de Paris, se trouve un télescope Cassegrain de 620 mm de diamètre. Une équipe s'est formée autour d'Aude, dont l'objectif est de photographier des petites nébuleuses avec un Sony A7S. Voici par exemple la boule de neige bleue, la galaxie du fantôme, la nébuleuse du nœud papillon, la nébuleuse de la chouette, la nébuleuse de la petite altère, la galaxie de Superman ou la galaxie du cigare. Toutes ces cibles passent malgré les 9 mètres de focale et le rapport focal sur diamètre à 14,5. Il est également possible de photographier la nébuleuse de la bulle, cible véritablement difficile avec ce rapport focal sur diamètre. Aude s'est également essayé à la photo avec un télescope Ritchey-Chrétien 500 mm comme je l'ai fait les nuits précédentes. Dans la coupole extérieure, elle nous a fait cette belle photo de la nébuleuse de l'embryon. Pendant ce temps, dans la base vie de l'observatoire, Cédric fait un petit somme pendant que son télescope est en train de faire des photos. En effet, son Celestron C925 Edge était bien préparé et donc il nous a fait cette photo de la nébuleuse Helix et cette photo de la galaxie IC342. J'avais cette année pour objectif de faire des mosaïques du ciel profond à grand angle. Ici par exemple la constellation d'Orion avec une mosaïque de Sidal. On peut donc y voir de nombreux détails, déjà comme la boucle de Barnard, la nébuleuse de la tête de sorcière, la grande nébuleuse d'Orion, mais surtout ses Integrated Flux Nebula qui l'entourent, et la nébuleuse de la tête de cheval, la nébuleuse de la flamme ou la nébuleuse M78. Un petit tour sur les dentelles du cygne
avec les nébuleuses obscures sur sa droite. Ou un petit tour sur l'amas des Pléiades s'impose également. On peut y révéler clairement les Integrated Flux Nebula. J'en profite également pour faire l'essai d'un objectif fisheye Penleng 8 mm de diamètre, donc un objectif russe qui nous permet de montrer pendant 5h31 la rotation du ciel autour de l'étoile polaire à travers donc un fisheye à 180 degrés. Bonjour à tous, nous sommes jeudi 17 septembre 2020 et notre mission à Saint-Véran se continue de façon absolument incroyable. En fait, jusqu'à présent, on a pu faire de l'astronomie, de l'astrophotographie tous les soirs. Donc autant mieux vous dire qu'on est quand même un petit peu fatigué, mais ça se passe super bien. Hier soir, voilà, je me suis couché à 6h30, enfin ce matin je me suis couché à 6h30. J'ai pu faire des photos complètement folles, des timelapses, des panoramas 360 et tout ça. Mais en tout cas, je ramène beaucoup d'images. J'ai fait aussi pas mal de tests qui vont me permettre de pouvoir alimenter les épisodes en connaissance de cause. J'aime pas tellement affirmer des choses sans les avoir vérifiées, et là c'est vraiment l'objectif. Et en fait, vous allez voir qu'il y a pas mal d'idées reçues qui, même pour moi, sont tombées pendant donc cette mission à Astro-Keras. Cette année, la configuration des planètes du système solaire nous permettait de toutes les observer en une seule nuit, à l'exception de Mercure. Et je sais que vous attendez ces photos avec impatience. J'ai donc commencé les observations avec l'observation du transit de Callisto devant Jupiter, ainsi que l'apparition de sa grande tache rouge. Quelques jours avant, j'avais donc validé tout le matériel utilisé pour cette observation. On utilisera donc une Barlow, un ADC, une bague de tilt, une roue à filtre, ainsi que des caméras couleur et monochrome. Nous allons également utiliser des filtres comme des UV IR-Cut, IR-Pass, UV Venus et des filtres colorés pour des essais. Déjà à première vue, la planète Jupiter est magnifique. L'image tremble certes un petit peu, mais nous avons déjà énormément de détails. L'idée est donc de faire des captures de 45 secondes seulement, en raison de la vitesse de rotation élevée de la planète, et de les traiter toutes séparément pour former des images individuelles. Elles seront au final traitées par un traitement par ondelette pour avoir un maximum de détails. Nous pouvons alors animer la rotation de Jupiter grâce à ces 93 photos. Si Jupiter se trouvait à 20 degrés au-dessus de l'horizon au début de la séquence, elle se trouve seulement à 12 degrés à la fin de ces 1h30 d'observation. Et donc elle apparaît beaucoup plus floue. Mais les détails en début de séquence sont magnifiques et un traitement par WinJupose nous permet de sortir cette magnifique photo. Continuons à présent notre marathon planétaire avec Saturne. Déjà, l'observation simplement en temps réel est magnifique et on discerne parfaitement la division de Cassini. Mais le traitement avec une caméra couleur nous permet de commencer à révéler la division de Encke aux extrémités. En passant sur une caméra monochrome dont les pixels sont beaucoup plus petits, l'image a donc beaucoup plus de résolution et il est possible de révéler la division de Encke sur tout le pourtour des anneaux. En combinant les captures couleur et les captures monochrome, nous pouvons donc ressortir cette photo de Saturne qui est la plus belle que j'ai jamais faite à ce jour. Je vous propose de continuer avec la planète Mars, qui était à 1 mois de sa plus proche distance de la Terre. Je vous avais déjà publié une première photo pendant la semaine et je sais que vous attendez avec impatience les photos qui vont suivre. Dans la nuit de samedi à dimanche, j'ai donc pu
photographier la rotation de Mars pendant environ 1 heure avec des pauses unitaires d'1 minute. Les détails à sa surface sont magnifiques tant sur les chaînes alpines que sur les plaines. Avec un traitement de dérotation par WinJupos, on peut voir de magnifiques détails et sur la partie supérieure de cette photo, vous pouvez voir le fameux Olympus Mons qui culmine à 22 km au-dessus de la surface de Mars. Dans la nuit de dimanche à lundi, j'ai également recommencé une séquence de prise de vue de la rotation de Mars pendant 1 heure. Mais cette fois avec des pauses d'1 minute environ pour une meilleure fluidité et essayer de trouver un peu plus de détails. Vous pouvez bien évidemment distinguer les calottes polaires en haut et en bas de l'image, c'est-à-dire donc au pôle nord et au pôle sud de la planète. Le traitement de dérotation par WinJupos nous permet également d'apprécier des magnifiques détails sur sa surface. On va continuer maintenant avec Neptune, avec cette fois des temps de pause beaucoup plus longs de 50 millisecondes. Et on peut voir tout simplement une petite boule bleue. Uranus, dont le diamètre apparent est finalement double, là encore ne pose que comme simple difficulté d'arriver à la pointer. Passons maintenant à l'est pour observer Vénus. L'observation de Vénus va se faire avec à la fois une caméra couleur mais surtout une caméra monochrome et les filtres que nous avons vus en début d'épisode. Vous êtes habitué à observer Vénus sous la forme d'une boule blanche totalement uniforme. Mais avec le montage que j'ai apporté, et surtout l'utilisation d'une roue à filtre et d'une caméra monochrome, nous allons pouvoir avoir beaucoup plus de détails, avec le filtre UV IR-Cut, mais surtout le filtre IR-Pass et le filtre UV. Quand nous faisons notre capture en infrarouge, en apparence la planète peut paraître uniforme, mais un traitement par ondelette nous permet de voir certains détails sur sa surface. En ultraviolet, c'est beaucoup plus évident et vous pouvez voir vraiment de nombreux nuages différents. En recombinant ces deux images sous forme de fausses couleurs, nous pouvons alors mettre en évidence les différentes compositions des nuages de Vénus. Après 6 nuits exceptionnelles, et nous aurions pu aussi faire quelques prises de vue le dernier soir, la météo est enfin un peu moins clémente, mais fort heureusement c'est le jour de notre retour. Et donc nous faisons tous les bagages dans les différents véhicules, nous pouvons vérifier que la station météo fonctionne bien correctement en conditions de pluie. Et les plus sportifs d'entre nous amorcent déjà la descente. À nouveau j'étais donc en voiture, l'occasion de pouvoir recroiser les copains que l'on va retrouver bien évidemment en bas pour le Tetris inverse. Et on peut dire au revoir à tous ces moutons surveillés par leur magnifique Patou, un chien de haute montagne qu'il ne faut jamais approcher bien évidemment. J'ai le plaisir de vous présenter enfin Cédric Ladger, donc co-admin de la chaîne Astro. Tu m'as déjà présenté. Ah ouais, je t'ai déjà présenté. Oui, non mais c'est vrai, mais c'est pas pour... Ouais, mais c'était en live, là c'est pour l'épisode. Ouais. Voilà, donc Cédric avec qui on a le plaisir d'animer les lives donc en duplex, enfin en multiplex et tout ça, et qui est un talentueux astrophotographe déjà avec un beau matériel, un Célestran C925. Ouais. Et puis bah voilà, un jour ou l'autre il va falloir qu'on fasse un épisode pour présenter ton matos, on n'a pas eu le temps de le faire là-haut. On le fera. Voilà. Bon, ciao ciao. Alors Mathieu explique un petit peu le pactage. La répartition des masses. Donc ici il y a le Q6, là j'ai le Q8. Là c'est un aventureur parce que quand même il faut pas exagérer. Il faut rester modeste en astrophoto. Non c'est comme voilà, et là tu as la place pour les fesses du pilote. Voilà. Faut être un peu slim quand même. Hein. Et après quand tu es fatigué tu te mets debout et tu t'assois là. Ok, je voudrais juste terminer cet épisode avec un petit message important. Comme vous le voyez, nous sommes en train de charger les voitures, il pleuviote, on est en plein dans la brume, etc. Saint-Véran, c'est la haute montagne, c'est-à-dire que vous êtes à 3000 mètres. C'est violent pour les organismes, c'est violent aussi pour le moral. Pour les organismes, parce qu'on dort très peu. Pour le moral, parce que nous sommes dans une vie en promiscuité. Et donc c'est une petite vie communautaire qu'il faut arriver à bien réguler, etc. Je sais très bien que nombre d'entre vous, après avoir vu cet épisode, vous allez me dire « j'ai envie de venir à Saint-Véran avec toi l'année prochaine ou avec d'autres groupes ».
Mais le principe, et je pense qu'il est sage, c'est un peu un principe de cooptation, c'est-à-dire que les gens qui viennent à Saint-Véran sont généralement invités via les clubs, etc. Dans la mesure où justement on peut aussi juger de la capacité de chacun à pouvoir s'adapter à cette vie de haute montagne, cette vie en petite communauté qui est quand même un petit peu difficile. Voilà, je voulais juste vous adresser ce petit message-là pour ne pas vous donner des faux espoirs à l'idée de venir à Saint-Véran. C'est quand même pas pour tout le monde. Voilà, l'année dernière, on a dû monter 150 mètres de dénivelé dans la neige avec tout le matériel. Et ça peut arriver pratiquement en toute saison. Il peut même neiger en plein été à Saint-Véran. Cet épisode ne sera pas complet si je ne vous parle pas de Baptiste Sigal. Il anime une page sur Instagram et une chaîne YouTube sous le nom de Astronosky en un mot. Et donc Baptiste était avec nous sur ce séjour, et en même temps que je vous sors cet épisode, il vous sort un autre épisode totalement complémentaire du mien, dans lequel il vous présentera les différentes coupoles de l'observatoire, ainsi que son ressenti pour ce premier séjour à l'observatoire de Saint-Véran. Son épisode termine avec un clip absolument magnifique des différentes photos qu'il a pu prendre pendant son séjour. Vous pouvez donc retrouver Baptiste sur sa page Instagram, mais également sur sa chaîne YouTube Astronosky, et je vous invite donc à aller voir son épisode, le lien se trouve dans la description. Voilà, je vous remercie juste de votre attention. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, bien évidemment, en quelques clics, et je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir. 3, 2, 1... Covid-19 à 0. Et là on a envoyé des postillons à tout le monde.